Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Classico spécial mondial, votre rendez-vous foot du lundi soir sur Radio J de 21h à 22h. Le casting du soir, il a refusé les ponts d'or des grandes chaînes pour rester à Paris avec nous. Benjamin Clément, bonsoir. C'est vrai, merci Steve, bonsoir à tous, ravi de retrouver mon siège. Pourquoi c'est chaud étonnant, Benjamin, de rester avec nous? Mais j'ai pas eu le choix en vrai, non, personne m'a sollicité, c'est pour ça que je reste avec toi, écoute. Mais Comment avec se grand passe plaisir. ce début de Coupe du Monde? Très bien, c'est une Coupe du Monde, on est ravis, non? Il y a quand même une petite excitation hier de voir un peu le début de la Coupe. Pas d'esprit de boycott qui a traversé l'esprit? Non, je pense que là, on en parlera longuement, mais la Coupe du Monde, elle est là, elle a été décidée il y a bien longtemps, donc maintenant on en profite et puis c'est tout, et on s'occupe pas des sujets qui auraient dû être traités bien en amont. C'est avec Deux mon avis, invités évidemment. ce soir pour vous accompagner qui vont nous livrer leur point de vue sur l'affaire. Gérard Réginès, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être de retour dans Classico. Merci à vous de m'accueillir. Alors vous êtes l'ancien rédacteur en chef de l'équipe et de France Football et vous avez récemment publié à la rentrée l'édition 2022 du livre d'or du football publié aux éditions Solar. Et Gérard, la couverture de votre livre nous montre Karim Benzema et Kylian Mbappé, je la montre à nos auditeurs et à nos téléspectateurs sur YouTube, célébrer tout sourire un but avec l'équipe de France. Est-ce qu'on reverra un jour ces deux-là en équipe de France à votre avis? Ensemble, évidemment. Ah bah oui. C'est pas la fin de la carrière internationale de Karim Benzema? J'imagine que non. Il est blessé. Bon, il y a d'autres joueurs qui sont blessés qui font pas la Coupe du Monde. Dès que la Coupe du Monde va être terminée, on va se pencher vers l'Euro. Quand il y aura l'Euro, il aura 36 ans, plus jeune que Ronaldo, plus jeune l'âge de Messi, peut-être maintenant. Non, il n'y a pas de problème. Il sera encore là. Il sera encore là. Il jouera toujours au foot, j'espère, parce qu'il a jamais dit qu'il voulait arrêter de façon un peu anticipée. J'espère qu'on les reverra ensemble. Est-ce qu'ils seront contents de se retrouver ensemble? On lit des choses maintenant pour se poser la question. Mais en tout cas, la possibilité existe véritablement de les revoir ensemble. Bonsoir Kevin Messière. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans Classico. Votre avis sur le retour post-mondial de Benzema, vous y croyez aussi? Il reste, en tout cas, une Coupe du Monde sera peut-être compliquée, mais il reste l'Euro, et puis on voit quand même qu'il y a des Léo Messi, Cristiano Ronaldo, même Zlatan, ou même Giroud qui trouvent une renaissance. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui arrivent à un certain âge et qui peuvent continuer à avoir des performances. Donc j'espère pour lui que ce sera pas la fin, parce qu'avec ce ballon d'or, il a pas envie que sa carrière internationale s'arrête aujourd'hui. Il se bonifie avec l'âge comme les bons vins. Ah bah là oui, effectivement, qui aurait pu croire il y a quelques années que Benzema allait avoir ce ballon d'or cette année, effectivement il se bonifie. Ouais. Alors Kevin Festière, vous publiez chez Maximilo le tome 2 de Football Club Géopolitique spécial mondial, cette fois 22 histoires insolites sur la Coupe du Monde de football, une prolongation de votre travail à la fois sur votre site et vos comptes sociaux qui sont passionnants à lire à chaque fois. On reviendra tout à l'heure avec vous sur le choix courageux des joueurs iraniens tout à l'heure pendant l'hymne dans le match qui les a opposés à l'Angleterre, mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur le match tous les 4 en tant que tel. Angleterre-Iran, les Anglais l'ont très largement emporté tout à l'heure, 6-2. C'est une entrée en matière très réussie pour les Anglais, Gérard? Oui, si on veut. Je sais pas, ils jouent contre l'Iran, alors c'est difficile de dire, c'est très réussi. En plus, on va parler de géopolitique, mais on sait très bien, on dit que les Iraniens ont été très courageux. Il n'empêche, si je comprends bien ce que j'ai lu encore ce matin dans la presse, enfin en tout cas celle que je lis, au pays, ils sont plutôt considérés globalement comme des soutiens du pouvoir. Alors ils sont dans une situation très complexe, très difficile psychologiquement, ce qui ne doit pas les aider à jouer. En plus ils ont eu un malheur sportif avec leur gardien qui s'est fait un peu défoncer par un équipier. Voilà, l'Angleterre a gagné 6-2, pour moi il n'y a rien à dire quoi. Elle est ni plus ni moins favorite qu'avant. Tout le monde aurait battu l'Iran 6-2. Mais vous n'avez pas été impressionné par le festival offensif des Anglais? Non, contre l'Iran, non. Quand ils mettront 6-2 au Brésil, oui, je serais impressionné. Mais non, contre l'Iran, non, je ne suis pas impressionné. Benjamin? L'Angleterre, c'est un peu l'équipe qu'on attend depuis toujours, non? Donc on espère qu'ils vont pouvoir réussir à confirmer. Ils ont des jeunes intéressants, encadrés par des plus anciens. C'est une équipe qui est séduisante, mais effectivement avec l'Angleterre... Qui était finaliste du dernier Euro, demi-finaliste qui progresse, c'est pendant les dernières compétitions. Mais on attend justement qu'ils passent la dernière marche. Est-ce que ce sera cette année? À voir. Kevin Vessière, est-ce que l'Angleterre, après ce match, et de manière générale, est selon vous l'un des favoris de ce mondial 2022? Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, ils ont gagné 6-2 l'Iran. Il n'y a pas eu d'opposition dans ce match. Ils ont roulé sur l'Iran, puis après, ils se prennent effectivement 2 buts parce qu'ils ont arrêté de jouer. Et puis même leur qualité technique faisait qu'ils étaient plus forts que l'Iran. Après, ce qui est problématique, c'est qu'effectivement, on commence une compétition en gagnant 6-2. Après, on peut se croire effectivement trop beau. Et est-ce qu'il ne faut pas finalement plutôt galérer un petit peu au début, comme l'équipe de France en 2018, pour finalement après arriver
voilà, avec plus de doutes lors des grandes confrontations et finalement arriver à se surpasser, ce sera à voir pour la suite. Mais en tout cas, belle équipe d'Angleterre, mais face à l'Iran, effectivement, il n'y avait pas de match possible. Même si les Anglais sont arrivés avec beaucoup de doutes dans le début de cette compétition, après quelques mois difficiles, notamment en Ligue des Nations, avec plusieurs défaites et notamment un match assez catastrophique contre la Hongrie, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mais pas plus de doutes que la France. Hein. Elle a fait quoi, la France, au mois de juin, la dernière, puis encore. C'est pareil, mais ça... En fait, à l'usage, je dirais, on se rend compte qu'il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre les matchs qui se déroulent avant et la vraie compétition. La vraie compétition, c'est autre chose. Même si là, il faut reconnaître que la préparation n'a pas été du tout la même que dans toutes les grandes compétitions internationales précédentes. Évidemment, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu d'ailleurs. Il n'y en a pas eu 8 jours avant. Et les joueurs du PSG, là, ils jouent tous, les Neymar, les Mbappé, les Messi, ils jouent concert au Parc des Princes, 8 jours avant leur début en Coupe du Monde. Alors, évidemment. Donc, c'est des situations qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues. On ne sait pas bien ce qui va se passer. Il n'y a pas un grand favori. Est-ce que les joueurs vont arriver, à votre avis, là on est au tout début de la compétition, plus cramés que lorsque la Coupe du Monde a lieu au mois de juin, comme c'est le cas d'ordinaire? Moi, je pense pas qu'ils seront forcément plus cramés. Moins peut-être. Hein, peut-être moins cramés, effectivement. Après, effectivement, ce qui est compliqué, c'est que c'est aussi peut-être pour les joueurs, c'est peut-être aussi pour les joueurs notamment européens, c'est un autre climat vu qu'ils jouent au Qatar. Il faudra peut-être plus s'y habituer, mais on voit que les joueurs anglais ils s'y habituent très bien. Donc pour l'instant, ça les impacte pas forcément. Et ils ont l'air d'être en pleine forme. Il y a pas trop 26 degrés tout à l'heure. Et il y a pas trop de blessés effectivement non plus. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour eux. Alors Harry Kane a livré un très beau match sur le plan collectif. Il n'a pas marqué, mais il a délivré 2 passes décisives. Et il a finalement choisi de porter un brassard noir, non à la discrimination, après que la FIFA ait fait pression sur les 7 sélections européennes qui prévoyaient de porter un brassard anti-homophobie One Love. Les coulisses un peu, genre, Kevin Vessière, de ce choix et de ce contre-choix les de l'Angleterre. coulisses, c'est que finalement, effectivement, il y avait ce souhait de différentes sélections européennes de porter un brassard pour défendre le droit des communautés LGBT+, notamment l'Allemagne, le Danemark et l'Angleterre qui s'étaient clairement positionnés. Et les Pays-Bas et la Suisse. Oui, il y a aussi les Pays-Bas et la Suisse. Et finalement, la FIFA a essayé de contrebalancer cette décision qui allait advenir pour les différents matchs en proposant de soutenir d'autres causes durant les différentes journées. Et finalement, la FIFA a fait suffisamment pression pour que les sélections retirent ce choix de porter le brassard parce qu'il y avait possibilité d'avoir un carton jaune pour Harry Kane. On sait une suspension, c'est quand même lourd si on joue un huitième de finale, un quart de finale. Et puis, cette fédération, on voit que finalement, cette fédération européenne face au poids de la FIFA, c'est pas encore assez fort pour faire bouger la FIFA. Tu as Jeunesse sur les pressions de la FIFA pour interdire ce geste de solidarité Mais la FIFA, elle joue le rôle de la FIFA. Vous voulez qu'elle fasse quoi, la FIFA? Elle dirige 209 pays, quelque chose comme ça, peut-être même plus que l'ONU. 200, ouais. C'est ça. Mais elle s'est pas récemment illustrée par une totale neutralité politique, notamment dans le cas du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc on aurait pu s'attendre à ce que sur ce point-là... Mais il ne faut pas demander à la FIFA, il y a l'ONU pour ça quand même, il ne faut pas demander à la FIFA de régler les problèmes de la planète. C'est pas son rôle. Alors on demande toujours trop au monde du sport, moi je trouve, on demande toujours trop. Il faut qu'ils soient exemplaires, il faut qu'ils soient héroïques, il faut qu'ils aient tous des très bonnes idées. Ouais, mais on sait bien que même en équipe de France, là, il y a un joueur qui aurait pu être là. On peut en parler, ça traînait dans les journaux, qui s'appelle N'Golo Kanté, qui aurait sûrement pas porté un brassard si on lui avait demandé. C'est son droit, c'est sa liberté, c'est son choix. Donc c'est difficile. Donc on va peut-être en reparler tout à l'heure de ces problèmes-là. Mais voilà, c'est trop compliqué en fait ce qu'on demande aux sportifs. La FIFA, elle fait la FIFA. Infantino, il habite au Qatar. Vous voulez qu'il fasse quoi? Après, ce qui est un peu différent avec Infantino, c'est qu'il a quand même été au G20 et il a dit que durant cette période de Coupe du Monde, il fallait qu'il y ait une trêve dans la guerre Ukraine-Russie. Donc on voit que parfois, ce rôle politique qu'il essaye de se donner, c'est un peu finalement quand ça l'arrange. Je trouve ça absolument insupportable qu'on fasse peser sur les joueurs. Là, tu parles d'Harry Kane, mais on a parlé d'Hugo Lloris. C'est les joueurs qui sont à l'origine de cette décision, à la base de porter un brassard. Personne ne leur a imposé quoi que ce soit. Non, mais justement, du coup, on ne peut pas. Lloris, j'ai lu quand même certaines critiques en disant manque de courage, etc. Je trouve cette critique insupportable. Il est au mondial, il n'a pas décidé d'être au Qatar, il est capitaine de l'équipe de France. Évidemment que c'est pas lui qui va prendre la responsabilité de mettre un tel brassard et de s'opposer au pays dans lequel il est. Voilà, encore une fois, moi je suis assez convaincu que le sport ne doit pas se mêler de politique. T'as fait le parallèle avec la Russie. Tu te rappelles qu'on a eu un débat ici avec Daniel Riolo à l'époque. Lorsque la guerre entre la Russie et l'Ukraine a été déclarée, il y a eu des prises de position et autres. Voilà, et aujourd'hui, on retourne l'argument en disant vous êtes positionné sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, vous vous positionnez pas sur le Qatar. Je crois que le sport ne doit pas se mêler de politique, il n'est pas à la hauteur. La preuve, quand tu vois les déclarations d'Infantino qui dit un peu tout et son contraire pour essayer de contenter tout le monde, résultat, il contente personne.
Moi, je trouve que vraiment le sport n'est pas à sa place et qu'il reste sur le terrain, il y a déjà assez à faire. Gérard, un dernier mot sur ce Oui, point avant de revenir. je vais vous dire quelque chose. En 2026, dans 4 ans, pas dans 3 ans et demi, parce que ça devra jouer en été, la prochaine Coupe du Monde, elle aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. S'il n'y a pas un mur entre le Mexique et les États-Unis qui empêche les Mexicains de rentrer. Vous êtes au courant qu'un certain nombre, mais assez important, d'États américains interdisent l'avortement. On va faire quoi ? Mais on ne peut plus aller nulle part à ce moment-là. On ne peut plus aller nulle part, parce que dans chaque pays, on va trouver quelque chose qui ne va pas. Bien sûr. Chez nous aussi d'ailleurs. Mais chez nous, oui. Moins que chez les autres, sans doute, heureusement, mais on va trouver. Ceux qui veulent chercher, ils vont trouver. Donc voilà, c'est insoluble. On ne va jamais s'en sortir. On ne va pas en Chine, on ne va pas en Russie, on ne va pas ici, on ne va pas là, on ne va pas là, on ne va pas là, on ne va pas là. Alors, on va où ? On va toujours en Angleterre. Kevin ? Non, moi je voulais juste rajouter que je pense que le débat en fait par rapport au port du brassard, ça va plus loin que ça, c'est plus par rapport finalement aux conditions d'organisation dans lesquelles s'organise l'événement. Il n'y a pas une volonté, je pense, d'ingérence par rapport à la législation d'un pays. C'est finalement que en fait la FIFA défend une compétition de la Coupe du Monde et elle porte beaucoup de messages autour de l'inclusion, autour de l'écologie, autour du respect des droits humains. Et lorsque la lutte contre le racisme. Et la lutte contre le racisme, et lorsque sa compétition phare finalement a lieu, eh bien elle fait fi de tout ça. Il n'y a plus que la considération économique ou ces enjeux qui priment. Surtout qu'on a vu que le discours de l'émir Tamim Al-Thani, c'était un discours aussi d'ouverture, d'accueil effectivement de toutes les personnes en fonction de leur orientation, en fonction de leur nationalité. Et c'est vrai que y a certaines conditions d'organisation par rapport à cette Coupe du Monde au Qatar qui font défaut par rapport au discours que prononce notamment Tamim Al-Thani. Votre homme du match, pour terminer, Angleterre-Iran, Saka. Saka, c'est un sacré joueur. C'est un sacré joueur. On le voit qu'il fait un début de saison avec Arsenal qui est assez impressionnant. C'est un joueur très jeune qui a eu déjà des mésaventures au niveau international, mais c'est vraiment un super joueur. Qui a marqué le but tout à l'heure. Et j'ai hâte de voir ce garçon grandir, que ce soit avec Arsenal et l'équipe d'Angleterre ou peut-être ailleurs en club. C'est vraiment un joueur hyper intéressant que j'aime beaucoup. Saka effectivement, mais aussi Harry Kane, parce que finalement il marque pas, mais il a réussi à faire 2 passes D, et puis il avait un bon rôle je trouve de pivot, donc on voit qu'il est essentiel à cette équipe, même quand il marque pas, il arrive à faire gagner l'équipe, donc à suivre. Gérard ? Pareil. Classico saison 3 épisode 76, on enchaîne avec l'équipe de France.